journal de la mi-journée sur RTI1. Madame, monsieur, bonjour. Voici le sommaire de ce journal. Rentrée parlementaire ce jeudi 1er avril. La session ordinaire 2021 a été ouverte après l'allocution du président de la nouvelle législature, Amadou Soumaoro. Plusieurs personnalités administratives et institutionnelles ont participé à cette rentrée solennelle des députés élus le 6 mars dernier. À Kafolo, au nord du pays, la vie reprend peu à peu après les attaques terroristes de lundi dernier. Les axes routiers sont de nouveau ouverts à la circulation et les autorités militaires sont présentes sur les lieux aux côtés des troupes ivoiriennes. La prochaine CAN 2021 prévue au Cameroun se jouera du 9 janvier au 6 février 2022. Une décision de la Confédération africaine de football publiée ce jeudi 1er avril 2021. Bienvenue dans ce 13h. Ce journal est traduit en langue des signes et c'est un nouveau mois qui débute ce jour. Avec lui s'ouvre la session ordinaire 2021 de l'Assemblée nationale. Les élus de la nouvelle législature ont fait leur rentrée ce jeudi. Ils seront durant 5 ans conduits par Amadou Soumaoro, reconduit dans ses fonctions de président de l'Assemblée nationale au cours de la séance inaugurale du 30 mars dernier. Dans son discours ouvrant cette rentrée solennelle, il a présenté les grandes lignes des travaux de l'Assemblée. 249 députés y ont siégé ce jour en attendant l'élection des 6 autres prévues dans 6 mois. Je vous propose un extrait du discours d'ouverture de session. Je tiens à rendre un grand hommage au chef de l'État pour son leadership hors du commun qui vaut à la Côte d'Ivoire non seulement d'avoir renoué avec la paix, la stabilité, la croissance et le progrès, mais aussi et surtout de consolider les valeurs de démocratie, les vertus d'union, de discipline et de travail qui fondent la République. Par-delà nos différentes sensibilités, nous devions aller à la cohésion et regarder ensemble dans la même direction, à savoir l'intérêt supérieur de la nation. Pour ma part, je m'engage avec vous, sans exclusive, à être le président de tous les députés et à poursuivre la mission que nous avons entamée au cours de la législature précédente et qui vise à faire de l'Assemblée nationale une institution forte pour le bonheur de nos députés et de nos populations. Le mois de mars s'est achevé sur la prise de fonction officielle du nouveau secrétaire général de la présidence de la République. Il a reçu hier son cahier de charge des mains de son prédécesseur Patrick Achi. Ce dernier est appelé aux fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. La cérémonie est racontée par Mahama Traoré. En recevant cet ensemble de parapheurs, le ministre Abdourahmane Cissé prend ainsi officiellement fonction en qualité de secrétaire général de la présidence de la République. L'ex-ministre du Pétrole et de l'Énergie dit mesurer l'ampleur de la tâche et assure qu'il ne ménagera aucun effort pour satisfaire les attentes placées en lui par le président Alassane Ouattara. Pour sa part, le secrétaire général de la présidence sortant, promu Premier ministre, affirme n'avoir aucun doute sur les compétences du nouveau titulaire du poste. Patrick Achi se dit fier et honoré d'avoir comme remplaçant Abdourahmane Cissé pour l'avoir vu à l'œuvre ces dernières années. En moins de 24 heures, 2 acteurs clés de l'exécutif ont pris fonction. Le pont de collaboration entre la présidence de la République et la primature est de nouveau rétabli. Au chef du gouvernement de conduire l'action gouvernementale conformément au projet de société. Au secrétaire général de la présidence d'en assurer le suivi pour le compte du chef de l'État. Dans le Grand Nord de la Côte d'Ivoire, le calme est de retour à Kafolo. Le trafic routier a même repris. Les populations troublées par cette attaque reprennent peu à peu leurs activités. Le constat de Léon Brou. Route Pétinassian-Kafolo ce mercredi, soit 48 heures après l'attaque meurtrière de terroristes sur les forces de défense et de sécurité.
Reprise normale du trafic le long des 30 km et même au-delà de la frontière ivoiro-burkinabé. Depuis le lundi, c'est aujourd'hui qu'on a payé la route là. Jusqu'à hier là, la route était fermée. C'est aujourd'hui que c'est libéré. On vient de Togo, on a passé par Kafolo. Depuis aujourd'hui, on a pris la route de Togo jusqu'à ici. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Le calme est revenu sans problème même. Il n'y a rien sur la route. Sur place ici à Kafolo, retour au calme également, mais reprise timide des activités. Depuis hier, le calme est revenu un peu. On est venu ouvrir l'atelier hier, mais on n'a pas pu travailler. C'est aujourd'hui, on dit on a assassiné la machine pour démarrer le travail. On voit l'activité des forces de l'ordre, on sait que la sécurité est là. Donc le calme, je le dirais, est revenu à 80%. C'est l'agriculture, la pêche, je dirais que sont les activités de la population. La pêche, ça se passe sur des eaux. Ceux-là n'arrivent plus à aller au champ dans les eaux. Et ceux aussi qui ont les champs, bon, vraiment, il y a des craintes pour aller. Il faut définitivement se refaire le moral avant de prendre le chemin des champs et des eaux en ce qui concerne agriculteurs et pêcheurs. C'est que les populations ont été fort traumatisées par cette deuxième attaque terroriste. La population a été encore réveillée sur des détonations fortes, avec des lames lourdes. La première attaque, c'était bon, vraiment des petits coups, mais cette fois-ci, avec des lames lourdes. L'attaque a commencé, quand je regardais ma montre, il était 0h15. Aucune perte en vie humaine côté population civile de Kafolo grâce à l'efficacité des dispositions sécuritaires arrêtées au lendemain de la première attaque, confie toujours la chefferie. Elle plaide cependant pour le renforcement de ce dispositif. La sécurité y est. On fait confiance à cette sécurité. Et je voudrais qu'on augmente encore cette sécurité et surtout la communication aussi. On a beaucoup de lampadaires qui sont en défaillance. Bon, souvent, c'est à 20h, souvent c'est à 22h, ça s'allume. L'attaque terroriste du dimanche 28 au lundi 29 mars dernier est la deuxième du genre en moins d'un an. Elle a fait 2 morts dans le rang des soldats ivoiriens. Et après cette attaque qui a donc fait 2 morts, du côté de l'armée ivoirienne, la hiérarchie militaire est présente sur les lieux. Le chef d'état-major général des armées et le commandant supérieur de la gendarmerie félicitent la bravoure des troupes. Léon Brou. C'est à bord du Mi-8 de l'armée de l'air que le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, parvient à Kong. Revue des troupes en compagnie du commandant supérieur de la gendarmerie, le général de corps d'armée Apalo Touré, suivi d'honneurs militaires, puis séance de travail. Le colonel-major Ouattara Zoumana procède à une brève présentation de la zone opérationnelle Nord et le commandant de la zone opérationnelle Est de faire le point de son secteur. Il relève les menaces terroristes, la grande criminalité et les difficultés à tenir ce secteur avec focus sur l'attaque de Kafolo. Sur le théâtre des opérations, passage au peigne fin des 3 fronts du cantonnement de Kafolo attaqué et des dégâts matériels pour se faire une idée des intentions des assaillants et prendre la mesure de la riposte. Au drapeau en berne en hommage aux 2 soldats tombés, la hiérarchie militaire peut saluer la bravoure de ces hommes. Je vais vous féliciter, vous dire vraiment nos encouragements, vous adresser nos condoléances et vous dire que vous avez été braves. Au vu des circonstances et des efforts que vous avez faits, on ne peut que vous le reconnaître. À mon avis, de par mon expérience, combat de nuit, alors qu'on est surpris, perdre 2 hommes, c'est que vous êtes bons les gars. C'est que vous êtes bons les gars. Vous savez vous battre. Parce que la nuit, quand on voit quelqu'un passer, on ne sait même pas si c'est son ami ou c'est son ennemi. Entre nous-mêmes, on peut s'allumer parce que c'est compliqué. Perdre seulement 2 hommes, je tenais vraiment à vous féliciter pour ça. Sur les consignes pour davantage de professionnalisme des soldats, la hiérarchie militaire est aussi ferme. Pendant que je suis ici, je ne fais pas ce que je veux parce que ma vie en dépend. C'est d'avoir de la réaction, d'être réactif, d'être capable à chaque fois d'ouvrir le feu aussi, de pouvoir riposter aussi. Parce que ceux à qui on a fait, ce n'est pas l'adversaire d'avant. Ce n'est pas parce qu'il avait une doucette bien positionnée qu'il ne va pas venir. Il va venir. Alors toi, il ne faut pas donc te dire
que comme j'ai mis une doucette là, je peux dormir. Non, tu as mis là, il faut être prêt à employer, il faut être prêt à utiliser, parce que lui, ça ne va pas l'empêcher de venir. Le parc de la Comoé serait stratégique pour les terroristes de l'avis de la hiérarchie militaire qui invite ces hommes à plus de vigilance et de collaboration avec les riverains. Dans la commune de Bingerville, un projet immobilier portant sur la construction d'une cité préfectorale est en cours de réalisation sur 16 hectares. Cette cité moderne et modèle comportera au moins 130 logements avec des espaces verts, des terrains de sport. La remise des clés est prévue pour décembre 2022. Les travaux sont en cours et le ministre de l'Intérieur, Vagando Diomandé, s'est rendu sur le site pour observer l'évolution du chantier. Mamadou Kouassi. Plus que quelques mois pour finir ce chantier. 130 logements de haut standing sont en cours de réalisation dans la commune de Bingerville. Des bâtisses destinées exclusivement au corps préfectoral de Côte d'Ivoire. En visite sur le chantier, le ministre Vagando Diomandé a été rassuré par le promoteur de l'avancée des travaux et surtout de la fin de ces travaux dans le délai. Ce sont des maisons qui seront livrées entièrement finies. Le souscripteur ne rentrera dans la maison qu'avec sa valise. Ce projet de logement du corps préfectoral s'inscrit dans le cadre des actions de l'association des membres du corps préfectoral de Côte d'Ivoire. Il s'agit pour ces autorités administratives de contribuer à la politique de logement en Côte d'Ivoire tout en luttant contre les disparités. Il a été conçu spécialement par les membres du corps préfectoral. Les chambres sont dimensionnées à la mesure des grandes résidences que nous avons sur l'ensemble du territoire pour ne pas que les autorités soient à l'étroit. C'est un projet porteur. Le ministre Vagando Diomandé s'est félicité également de l'initiative de ses collaborateurs. Pour lui, ce projet viendra améliorer les conditions de travail avant d'inviter l'ensemble du corps préfectoral à souscrire à ce projet. Chaque citoyen aspire à avoir un toit. Et une initiative comme celle-là ne peut qu'être saluée. Elle donne l'occasion à chaque membre du corps préfectoral d'avoir un toit. L'essentiel pour chacun, c'est d'avoir un toit où habiter sa famille. C'est pourquoi je soutiens de façon pleine et entière cette initiative, parce que toutes les dispositions sont prises pour que ce projet soit un réel projet qui va aboutir. Ce projet de logement constitue la première action d'envergure de l'association des membres du corps préfectoral. Le président de cette structure soutient que des initiatives sont en cours pour améliorer davantage les conditions de vie et de travail des membres, qui bénéficient déjà des statuts spéciaux depuis des années. En agriculture, l'information, c'est la baisse du prix Borchamp du cacao dont la campagne intermédiaire s'ouvre ce jour et jusqu'à fin septembre 2021. Le kilogramme de cacao sera vendu à 750 francs CFA. La raison de cette revue du prix Borchamp, c'est la crise sanitaire de Covid-19. La Côte d'Ivoire et le Ghana n'auraient pas réussi à convaincre tous les chocolatiers et les industriels à conclure leur première vente de la récolte 2020-2021. La culture de cacao a un lien avec la déforestation en Côte d'Ivoire. 47 000 hectares de forêt ont été détruites au profit des plantations. La déforestation est aussi causée par le changement climatique et pour apporter des solutions adéquates à la situation actuelle du couvert forestier, le secteur privé, les communautés sont associées aux autorités administratives en charge de la protection et de la gestion des forêts. Les différentes parties ont échangé dans le cadre de l'observation ivoirien de la gestion des ressources naturelles. Le compte-rendu de Walter Amadou Ouattara. Comment amener les populations et les acteurs du bois à s'impliquer dans le reboisement, également lutter contre la désertification. Des éléments de réponse se trouvent dans les stratégies proposées par l'Observatoire ivoirien pour la gestion des ressources naturelles. La société civile et les acteurs du bois doivent être fortement impliqués afin de prendre une part active à la sauvegarde du couvert forestier selon le plan de l'Observatoire. Avec le nouveau code forestier, l'État de Côte d'Ivoire a bien voulu intégrer l'observation indépendante au titre des parties prenantes, au titre des acteurs qui vont contribuer à la gestion durable des forêts. Nous, notre rôle en tant que société civile, c'est de faire participer les communautés. C'est de faire en sorte que les droits des communautés soient préservés, garantis dans ces processus de réforme. C'est de faire en sorte aussi qu'il y ait un partage de bénéfices équitables de l'exploitation de nos forêts avec les communautés.
En première ligne de la campagne de préservation des forêts, les communautés villageoises qui bénéficient de séances de sensibilisation. Aujourd'hui, on est dans une dynamique de participation inclusive où toutes les parties prenantes devraient se mettre sur la table pour pouvoir lutter, préserver notre forêt. L'accent est également mis sur la dotation en moyens des personnes en charge de la gestion des forêts. Moyens composés essentiellement d'équipements de lutte contre l'avancée du désert et le trafic illégal du bois. L'initiative est saluée. La combinaison des efforts de la société civile et des administrations nous amène à des améliorations dans le domaine du secteur forestier et de l'exploitation forestière. Grâce aux efforts conjugués de l'Observatoire ivoirien pour la gestion des ressources naturelles, de la coopération allemande GIZ et de l'État ivoirien, certaines communautés ont pu mettre en place des mécanismes de reboisement dans des villes du pays. Ce projet de reboisement est financé par le programme FAO Union européenne. À présent, ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, il porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, le 5 avril 2021, lundi de Pâques, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. À l'hôpital mère-enfant de Bingerville, la 3e session de sténose caustique de l'œsophage est lancée depuis le 28 mars dernier. Cette mission chirurgicale prendra en charge 15 enfants, dont 5 venant des pays de la sous-région. Des chirurgiens de ces pays se joignent à la mission pour bénéficier du renforcement de compétences. Cette mission se déroule jusqu'au 4 avril prochain. Des précisions avec Godefroy Okambawa. Les brûlures caustiques de l'œsophage constituent l'une des causes de mortalité infantile et un véritable problème de santé publique. Généralement provoquée par l'ingestion de produits comme la soude caustique, elle provoque des lésions extrêmement douloureuses et le remplacement de l'œsophage est parfois nécessaire. Une opération peu pratiquée en Afrique de l'Ouest. Face à cette situation, l'hôpital mère-enfant de Bingerville et l'ONG internationale La Chaîne de l'Espoir apportent une réponse à travers une prise en charge pour une chirurgie réparatrice pour 15 enfants venus du Bénin, du Mali, du Sénégal, de la Guinée-Conakry et de la Côte d'Ivoire. 9 d'entre eux verront leur œsophage remplacé. Le traitement, il se décompose en plusieurs parties. La première partie, qui est la plus importante, c'est la prévention. Une fois que la catastrophe est arrivée, le traitement, il se fait en plusieurs étapes. Malheureusement, dans un certain nombre de cas, l'œsophage continue de se rétrécir toujours et parfois il se ferme complètement. On utilise un morceau de gros intestin, le côlon, pour remplacer l'œsophage et rétablir un conduit perméable depuis la gorge jusque l'estomac. On a un partenariat avec la Croix-Rouge de Côte d'Ivoire qui intervient sur ce volet de prévention. Et donc l'objectif, c'est vraiment de prévenir et essayer d'empêcher la survenue de ces accidents impliquant l'ingestion de soude caustique. Ce programme de prise en charge des enfants ayant avalé accidentellement de la soude caustique intègre également un volet de formation des soignants. Des chirurgiens en provenance des pays d'où viennent ces enfants participent à la mission pour bénéficier d'un renforcement de compétences. L'hôpital est doté donc d'équipements et de matériel de pointe, avec un bloc, sinon des blocs opératoires équipés, donc qui sont un terrain favorable donc pour ces transferts de compétences. L'idée, c'est de nous aider donc à la prise en charge de cette affection, prise en charge chirurgicale donc de cette affection, parce que nous ne sommes pas outillés à le faire et donc nous bénéficions donc de leur expérience et de leur expertise. L'âge des enfants concernés par cette mission de chirurgie pédiatrique varie entre 15 mois et 18 ans. Démarrée le 28 mars dernier, cette mission prendra fin le 4 avril prochain à l'hôpital mère-enfant de Bingerville qui se veut désormais comme un centre de référence en Afrique de l'Ouest. Voyons à présent comment évolue la situation sanitaire liée à la Covid-19.
Le point de la situation présente 347 nouveaux cas de Covid, 412 nouvelles guérisons et 2 cas de décès. La Côte d'Ivoire compte ainsi 43 889 cas confirmés, dont 40 254 personnes ont été guéries, 244 personnes décédées. Il reste encore 3 391 cas actifs. Il faut rester vigilant et respecter les mesures barrières. La Côte d'Ivoire a jusque-là réussi à gérer la pandémie de Covid-19. Le pays a reçu du matériel sanitaire pour renforcer la lutte contre le coronavirus. Un don de la CEDEAO en collaboration avec l'Union européenne et la République fédérale d'Allemagne. Le reportage de Jeannette Toubé. À bord de ce cargo militaire nigérien, une importante quantité de matériel sanitaire, 20 000 gants, plus de 30 000 kits de masques, des produits de prélèvement et de conservation des échantillons de tests Covid. Ce matériel sanitaire, une contribution de la CEDEAO dans la lutte que mène la Côte d'Ivoire contre la pandémie à coronavirus, au nom des valeurs de solidarité que l'organisation sous-régionale partage avec les pays membres. C'est un geste certes symbolique, mais qui est significatif de l'esprit de solidarité qui prévaut au sein de la CEDEAO, et que le président de la Commission et le directeur général de l'OAO mettent en œuvre conformément aux orientations des chefs d'État et de gouvernement. Le don de la CEDEAO de montant de 6 milliards de francs CFA est le fruit de la coopération entre l'institution sous-régionale, la République d'Allemagne et l'Union européenne. Ça vient un mois après la livraison dans le cadre du dispositif COVAX de plus de 500 000 vaccins qui avaient été en grande partie financés également par l'Union européenne. Et donc on montre une fois de plus notre solidarité avec la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le coronavirus. Et on est très heureux que ça s'inscrive dans cette belle coopération régionale avec la CEDEAO. Le ministère des Affaires étrangères qui a réceptionné le matériel et celui de la santé et de l'hygiène publique, le destinataire final, ont traduit au donateur la reconnaissance de l'État ivoirien qui accentue la lutte contre la Covid-19. La Côte d'Ivoire se réjouit de réceptionner, j'allais dire pour la deuxième fois, des dons importants de la part de l'Organisation ouest-africaine de la santé pour répondre au plan national de lutte contre la Covid-19 que nous avons mis en place. C'est donc une opportunité pour la Côte d'Ivoire de bénéficier encore des circonstances de nos partenaires pour permettre de résoudre, de limiter la chaîne de propagation. Ce don de la CEDEAO intervient après la réception le 26 février dernier du vaccin AstraZeneca. Le représentant de la CEDEAO en Côte d'Ivoire indique que cette opération s'étendra à tous les pays membres de l'institution. De nouveaux vaccins qui viennent soutenir la campagne de vaccination anti-Covid-19 en cours dans le pays. Et à ce jour, un total de 40 153 personnes ont été vaccinées. Le dernier Conseil de sécurité du gouvernement a annoncé l'élargissement de l'opération aux populations de plus de 18 ans à compter du 26 mars. Cette tranche de la population répond-elle à la campagne de vaccination? Réponse avec ce constat de Franck Quadio. 43 422 cas confirmés, dont 39 295 personnes guéries, 239 décès et 3 888 cas actifs à la date du 29 mars 2021. Les chiffres de la Covid sont évocateurs et pourtant... On ne met pas cache-nez. Quand on essaie de parler, certains disent que non, il n'y a pas corona, il n'y a pas corona. C'est un truc qu'ils ont inventé. Bon, nous, on essaie de sensibiliser vu qu'on est fatigué. Bon, comme nous aussi, on fait notre travail, bon, on n'a pas le choix. Bon, nous aussi, bon. Pareil aussi pour nous. À travers les rues, peu ou pas de masques, mesures barrières négligées dans les espaces publics et les transports par exemple, au moment où l'on parle de la vaccination comme alternative pour lutter contre la pandémie. Comme ça, là, ils n'aiment pas le vaccin. Même si les gens refusent de porter le cache-nez, moi je ne pourrais pas dire non que le vaccin est vraiment la méthode appropriée. Il a dit ça à mes camarades. Il y a l'une de mes camarades qui m'a dit qu'elle n'a pas le coronavirus, donc elle ne peut pas venir se faire vacciner. Parce que si elle est venue se faire vacciner, elle peut prendre le Covid-19. Et des croyances qui s'ancrent dans l'imaginaire populaire. Pour juguler cependant le coronavirus à l'instar des pays du monde, la Côte d'Ivoire prône la vaccination
Et depuis le 26 mars 2021, le Conseil national de sécurité a élargi la cible. Les plus de 18 à 49 ans, les personnes âgées de plus de 50 ans, les agents de santé et les forces de défense et de sécurité désormais concernés. Trècheville, centre de vaccination du Parc des Sports, Salimata et Solange, 20 et 19 ans, sont venus se faire vacciner. Je suis contente, au moins il n'y aurait pas la Covid-19. Voilà. Quand je vois à la télé, ça me fait peur. Donc, pour éviter, je suis venue me faire vacciner. Dans ce centre, un des 61 ouvert à travers le district d'Abidjan, pour cette opération, les populations entre 8 et 10 heures affluent. Normalement, aujourd'hui est le 31. Tu as fait ta première dose. Tu comprends? Donc, ta deuxième dose doit être à partir du 31 du mois prochain. On nous a demandé de se faire vacciner contre cette maladie. Compte tenu de mon âge, c'est tout à fait normal que je vais me faire vacciner. Je suis dans une société avec les non-ivoiriens. Il faut dire que jusqu'à hier, le patron a été détecté avant la Covid. Donc, pour mieux nous protéger, donc décidé que tout le monde passe, pour mieux nous protéger. André, lui, a suivi toutes les étapes de l'enregistrement à la vaccination en passant par la salle d'observation. On dit dès qu'ils vont nous piquer, on nous a mis en observation pour 15 minutes. Donc là, on a fini les 15 minutes, il y a juste un peu de migraine. On va prendre une plaquette de paracétamol et puis c'est bon, ça va. Des cas et situations diverses, comme André. Plusieurs volontaires viennent pour la vaccination. Il a de l'appréhension, notamment sur l'AstraZeneca, le produit utilisé. Et la responsable des lieux, la voici, le docteur Telly, n'a de cesse de rassurer et orienter les visiteurs. Tous les vaccins, comme tout médicament, ont des effets secondaires. Mais ce sont des effets secondaires mineurs et que nous suivons, nous tous. Et donc, AstraZeneca n'est pas différent des vaccins que nous avons l'habitude d'utiliser. Dans la plupart des centres, le même processus et les mêmes préoccupations. En fait, ceux qui posent des préoccupations, c'est des gens qui veulent voyager avant la date qu'on a fixée pour leur deuxième rendez-vous. Donc, on leur dit qu'ils ne peuvent pas se faire vacciner avant. Il faut au moins minimum 4 semaines avant de faire une deuxième dose. Donc, soit ils reportent leur voyage, soit ils peuvent voyager, mais il faut qu'ils reviennent dans un délai très court qui leur permettra d'être dans l'intervalle de 4 à 12 semaines. À l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, centre de vaccination, cette mère de famille est satisfaite de l'acte accompli. J'ai voulu faire le vaccin depuis vers l'urette, mais l'occasion ne s'était pas présentée à moi. Bon, comme ces derniers temps, on a fait un démarrage au niveau de la famille, il y a d'autres qui ont été déclarés positifs. Donc, franchement dit, j'ai voulu faire le vaccin pour être à l'abri quand même. L'opération de vaccination contre la Covid-19 est donc lancée en Côte d'Ivoire. 34 388 personnes déjà vaccinées entre le 1er et le 28 mars 2021. Rappelons-le, en plus des cibles déjà citées, les personnes de plus de 50 ans sont aussi invitées à se présenter au centre de vaccination Covid. L'opération est gratuite. Et nous sommes tous invités à nous rendre sur ces sites de vaccination pour participer à cette lutte mondiale contre la Covid-19. Prenons des nouvelles de la région du Poro. Les obsèques traditionnelles du défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly ont lieu depuis hier à Korogo. Des rites funéraires dans la pure tradition sénoufo. Plus de 8 mois après sa disparition, Ami Sissoko raconte, on regarde. Après les funérailles officielles et religieuses de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly, place à ces funérailles traditionnelles sénoufo. L'ouverture a eu lieu dans sa cour familiale au quartier Soba ce mercredi à Korogo. C'est à travers ces funérailles que la tradition sénoufo Tiembara de Korogo considère que l'ex-premier ministre est maintenant décédé. Les rites exécutés ont pour finalité pour le défunt d'accéder au monde de ses ancêtres. C'est de donner à Amadou Gon la clé qui lui permettra d'ouvrir la porte par laquelle il accédera à sa famille dans l'au-delà. Parce que pour nous, les funérailles sont une occasion d'application symétrique entre le monde de l'ici-bas et le monde de l'au-delà. Les funérailles traditionnelles de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly sont placées sous l'aile des puissances ésotériques des 7 chefferies alliées au pouvoir de la famille Gon. Ce sont les pouvoirs familiaux de Koni, Bodono, Natio,
Nangeka, Doka, Turo et Komboro Dougou. Chaque famille est accompagnée d'une danse. Les masques et les poros ont aussi une place de choix dans ces obsèques. L'ex-chef du gouvernement affectueusement appelé AGC ou le lion, bien qu'étant musulman, était aussi un fils du bois sacré. Pas d'incompatibilité donc entre le poro et la religion musulmane, selon son oncle. Il n'y a pas d'incompatibilité. En réalité, le paradis musulman n'a rien à voir avec le paradis Senufo. Et le paradis Senufo, c'est si Amadou Bon retrouve sa famille dans l'au-delà. Jusqu'au 11 avril, la région du Poro va vibrer au son des tam-tams, des balafons et autres sonorités du Nord, de jour comme de nuit, pour permettre à l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly de rejoindre ses ancêtres dans l'au-delà. Plusieurs délégations sont attendues à Korogo. En sport, la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun aura lieu du 9 janvier au 6 février 2022. Information donnée hier par la Confédération africaine de football. Le tirage au sort de la phase finale qui permettra de connaître la composition des 6 groupes se déroulera le 25 juin 2021. Et si 23 des 24 équipes qui disputeront la CAN 2021 sont connues, il reste toutefois une place à attribuer. La rencontre Sierra Leone-Bénin dans le groupe L des éliminatoires a été reportée à juin 2021 suite à une polémique sur des tests Covid positifs. La Cour pénale internationale a confirmé hier l'acquittement prononcé en janvier 2019 de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Ils sont reconnus non coupables de crimes contre l'humanité. Les juges ont donc rejeté l'appel de Fatou Bensouda, la procureure, qui quitte ses fonctions à la CPI le 15 juin prochain. Selon la chambre d'appel, la procédure n'a pas été entachée de vices, comme le reprochait l'accusation. Les juges de première instance ne se sont pas trompés en évaluant les preuves, et ces preuves étaient d'une extrême faiblesse, pour reprendre les termes de la chambre d'appel. Nous terminons ainsi ce rendez-vous d'information. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur RTI 1 à 15h.